On va tout de suite passer à la première table ronde. On va rentrer un petit peu dans le dur du sujet de cette journée sur les proches, la place des proches et la personne de confiance. Donc avec Grégoire Moutel, et j'appelle aussi Lucille Herzog et nos collègues juristes Gilles et Raoul Cormeil et Anne Caron d'Église. Donc on aura les regards pluridisciplinaires, hein, de la médecine, de la sociologie et du droit dans cette première table ronde sur la place des proches et le rôle de la personne de confiance dans les questions de santé et de décision en santé. Et donc je suis avec ma collègue professeure de droit Sylvie Moidon-Châtaignier qui va co-animer cette table ronde avec moi. Et voilà, je lui laisse la parole. Merci, merci beaucoup. Merci de la sollicitation de l'EREB pour intégrer cet espace de réflexion. Je dirais que ce colloque, il est d'entrée de jeu très dynamique puisque les flèches sont tout de suite décochées, hein, à savoir que on s'interroge tout de suite sur un dispositif obsolète. Alors, dispositif obsolète, alors même que c'est un dispositif qui a un franc succès dans toutes les lois concernant les personnes vulnérables, que ce soit entre 2002 et 2024, il n'y a pas une loi sans qu'on parle de la personne de confiance. Donc ça suppose quand même d'expliciter pourquoi c'est un dispositif aussi obsolète, comment l'espace envisage de discuter sur ce point. Et tout de suite, donc, je passe la parole au professeur Grégoire Moutel qui va envisager la question de cette unicité de la personne de confiance pour qu'ensuite on puisse en débattre. Professeur. Juste un petit point. Comme on a déjà un petit peu de retard, je demanderai à tous les intervenants de bien respecter le temps de parole. Merci. Et l'espace éthique investit sur un gros réveil qui marche. Oui, pour répondre, Sylvie, à votre interrogation, c'est que justement, il y a un point d'interrogation quand même sur le programme et que, effectivement, quand on veut lancer un débat, forcément, la question peut être un peu provocatrice, mais ça fait tout le charme du débat. Et effectivement, ça ne veut pas dire que parce qu'on a mis obsolète que ça l'est réellement. Voilà. Simplement, on va faire ce qu'on fait habituellement avec Anne, je vous connais moins, mais Gilles, c'est-à-dire la confrontation quand même entre le réel et le théorique que j'évoquais tout à l'heure. Donc moi, pour être dans mon rôle, l'espace sur l'interférence éthique, équipe INSERM, on nous donne comme mission d'être observateur des pratiques. Observateur des pratiques, dans le champ de l'éthique, ça revient à faire remonter des questionnements de terrain. Voilà. Et donc je vais me cantonner à ces dimensions d'éthique clinique, on pourrait dire, de descriptif. Quand vous êtes dans un service, même si le dispositif est important, a évolué favorablement dans la relation de soins, on se rappelle la genèse des États généraux de la santé, 1999. J'étais petit, mais j'y étais. Et on rappelle que, même si ce n'est pas la dimension que les juristes y ont mis par la suite, la personne de confiance vient déjà d'une première problématique des professionnels, c'est avec qui peut-on communiquer et rompre le secret ou partager le secret médical, puis professionnel. Et comme personne n'est très sûr de ça, il y a deux volets. Il y a déjà à l'époque des éléments du Code de santé publique, et Jean-Pierre sur votre champ de compétences avec beaucoup de prudence, des éléments qui disent qu'on peut déjà partager de l'information dans l'intérêt du patient avec son accord et uniquement les données nécessaires et strictement nécessaires à l'organisation de son parcours sur le moment donné, c'est-à-dire qu'on ne va pas déballer toute l'histoire médicale de la personne. Mais les gens disent, mais ça ne suffit pas complètement, parce qu'effectivement, derrière, et on en parlait hier, est-ce qu'il y a une personne qui, une fois qu'elle a partagé ces éléments-là, peut être une aide à la prise de décision pour le patient, une aide à la réflexion, un partage, et puis quand le patient sera en difficulté de se positionner du fait de sa vulnérabilité et de son état de conscience, par exemple, de continuer à témoigner. Et donc, on crée cette personne de confiance dans cet esprit-là. Je le rappelle parce que dans beaucoup d'institutions, aujourd'hui, et c'est le deuxième élément que je veux souligner, la personne de confiance dans cette dimension d'accompagnement du quotidien n'est pas toujours perçue comme telle. Elle est souvent perçue sur les questions de fin de vie et sur les questions, par exemple, de don d'organes,
parce qu'il se trouve que dans la loi, il y a ces deux interfaces qui sont venues impacter. Donc cette dimension du quotidien, elle doit être rappelée. À mon avis, elle était la dimension première de l'accompagnement de la personne. Mais du coup, dans cette question de l'unicité, et je vais dire que des la palissade aujourd'hui, je m'en excuse, mais c'est celle du terrain, ben les professionnels se disent, bah oui, mais s'il y a une personne de confiance désignée, quid des autres proches? Et il y a des établissements de santé et médico-social qui, eux, ont une vision, à mon avis, faussée, c'est pour ça qu'on fait des débats publics de l'interprétation des textes, mais vous nous en direz plus, qui consiste à dire que ce n'est pas parce qu'il y a une personne de confiance que les autres ne peuvent pas être des acteurs de la participation, de l'accompagnement du patient et du partage d'informations, parce qu'il y a aussi le Code de santé publique qui continue à dire des choses. Et donc, on a des équipes qui nous disent « Ah ben nous, on parle qu'à la personne de confiance ». Mais du coup, on a d'autres proches qui nous disent « Ah ben nous, on est mal informés ». D'accord ? Et donc, je pense qu'il faut mettre cette question au travail. Vous nous direz comment on peut l'articuler. Et puis, il y a des dilemmes de patients ou de personnes accueillies dans les établissements médico-sociaux qui disent « Mais moi, je ne veux pas choisir, si j'ai 80 ans, entre mon père, mon frère ou ma fille et mon fils, et je voudrais pouvoir désigner deux personnes de confiance et je voudrais les mettre en rang d'égalité dans mon parcours de prise en charge. » Et les gens le disent, et disent, voire même si je choisis, ça va me poser un problème relationnel au sein de ma famille. Voilà. Ça me pose une question de comportement individuel. Et on sait bien qu'effectivement, du côté du droit ou de la décision médicale, si quand on va faire une décision complexe, après on a deux personnes de confiance et qu'elles ne disent pas la même chose, c'est ce que je vis quasiment toutes les semaines. Je partage avec Nathalie des fois cette interrogation à la chambre mortuaire du CHU, quand vous avez deux membres de la famille qui vous disent l'un veut être au cimetière de Colleville enterré et l'autre veut aller au crématorium. Bon, et les magistrats ont de temps en temps arbitrer ces questions-là. Anne connaît le sujet. Donc effectivement, les questions, elles sont comme telles. Donc c'est en ce sens que on veut mettre le sujet en débat pour repenser l'articulation des différentes possibilités d'articuler les proches. Ensuite, il y a, à mon avis, et c'est en ce sens que c'est encore peut-être un peu obsolète au sens de la mise en œuvre, un énorme travail, mais vous le savez tous, à faire avec les personnes de confiance désignées qui, dans la plupart des études de terrain, et je viens de finir une thèse sur ce sujet avec Anne Massine, ne connaissent pas leur rôle. Et pourtant, elles ont signé le document. Alors ça, c'est l'éternel débat, vous savez, qu'on a entre éthique et droit sur la nature d'une signature, mais tout le monde est d'accord pour dire que ce n'est pas parce qu'on a signé qu'on a compris, et que ce n'est pas parce que les institutions remplissent leurs critères de certification en démontrant qu'elles ont désigné tant de personnes de confiance chez tant de nombre de résidents, que réellement le travail de terrain a été fait pour expliquer aux personnes de confiance leur rôle et leur mission. Et que du coup, c'est là aussi une autre la palissade, que d'avoir des personnes de confiance qui ne sont pas personnes de confiance est un problème pour les équipes de soins, quand elles s'aperçoivent que quand elles vont se référer à l'équipe de confiance, cette personne dit « je ne sais pas, on n'en a pas parlé », ou alors que vous avez une personne de confiance qui dit « je ne sais pas, on n'a pas parlé », mais que vous avez un autre proche qui dit « moi, je sais ». Voilà. Et donc, voilà, ces tensions de terrain, et je ne serai pas plus long que ça, amènent à peut-être rouvrir, peut-être pas le champ de la structuration juridique des textes, mais en tout cas de leur application. Et puis, là, pour faire plaisir à mes deux voisins de droite, quand même, pas sur l'échiquier politique, en fait, la question quand même de la pérennité de ces personnes de confiance ou la désignation chez les personnes vulnérables en protection, on n'est pas très au clair sur le terrain. On a quand même le sentiment que tout patient qui fait l'objet d'une mesure de protection, que ce soit tutelle ou curatelle, ne peut pas désigner de personne de confiance. En tout cas, c'est comme ça que c'est perçu sur le terrain. Et on sait bien qu'il y a une forme de problématique parce que ça dépossède quand même certains citoyens de cette capacité à gérer leur santé avec un tiers, alors que cliniquement, on se dirait, finalement, elles peuvent certainement le faire. Voilà. Donc, je vous livre cet autre éclairage, et ce sera le dernier, parce que sinon, je serai trop long. Voilà. Merci beaucoup d'avoir replacé cette question à la fois, je dirais, dans le temps et l'espace, l'espace familial, amical aussi, puisqu'il y a cette question aussi des relations de proximité avec les personnes vulnérables. Et puis le temps aussi, vous l'avez évoqué, pour savoir justement à la fois le témoignage que peut donner cette personne de confiance et puis la durabilité justement de ces témoignages, l'épuisement des personnes de confiance aussi, quand pour certaines, lorsqu'elles sont bien informées, peuvent aussi être épuisées à remplir un rôle parce qu'elles doivent soit
envisager de gérer des conflits internes ou être une interface toujours très, très sollicitée. Donc, merci beaucoup pour ce premier aspect. Et puis, je passe la parole à Madame Herzog sur la question, alors là aussi provocatrice, de ce proche légitime. Le proche, il est parfois défini dans certains textes, mais un proche légitime n'est pas une notion qui apparaît dans les textes. Pourquoi une telle question? Et quelle est la promesse derrière ce qualificatif? Je vous passe la parole, Madame Herzog. Je vous remercie et je remercie aussi les organisateurs, bien sûr, de ce colloque interrégional d'éthique en santé et je les remercie de leur invitation. Alors effectivement, c'est afin d'apporter un éclairage sur une notion bien épineuse, celle de proche et plus encore de proche légitime, que j'ai été invitée parmi vous en tant que sociologue. Qui sont en effet nos proches ? Si je vous demande de penser à 3 ou 4 personnes dans vos entourages respectifs que vous qualifieriez de proches, je suis sûre que vous êtes capable de leur donner un visage. Cela pourrait être votre mère, l'un de vos frères, votre fille, un collègue confident, un ami, une cousine, mais me voilà déjà arrivée à 6. Mais si je vous demande dorénavant de me donner une définition de ce que peut être un ou une proche pour vous, je suis sûre que dorénavant, je vous mets dans l'embarras, comme si cette notion de proximité fuyante nous était bien étrangère. Qui peut aujourd'hui, au regard des configurations familiales plurielles, être considéré comme proche, suffisamment proche, ai-je envie de dire, pour nous accompagner dans un parcours de soins et éventuellement pour être désigné comme personne de confiance, c'est-à-dire proche légitime, à qui je peux accorder en fait ma confiance. La difficulté de notre réflexion est réelle car elle suppose de prendre en compte différents degrés de proximité s'inscrivant dans des logiques complémentaires et parfois même contradictoires. Doit-on considérer les liens du sang ? Doit-on faire référence à des liens juridiques qui engagent des obligations à la fois juridiques et morales à l'égard de nos ascendants et de nos descendants ? Doit-on penser davantage à des liens affectifs et électifs qui, labiles, se jouent des contours institutionnalisés de ce que l'on considère de manière assez rigide comme étant des membres de notre famille. La difficulté de notre réflexion repose aussi sur le fait que l'on manque d'enquête empirique au carrefour de la sociologie de la famille et de la sociologie de la santé, prenant rigoureusement en compte l'origine sociale, le genre, mais aussi l'âge et la place dans une lignée familiale, par exemple, ou encore l'inscription dans d'éventuelles trajectoires de migration ou plein d'autres caractéristiques sociales auxquelles je pourrais faire référence. Et ce, pour penser au plus près la proximité dans l'accompagnement des soins. Bref, vous l'aurez compris, faire le tour de la question en 15 minutes relève de la gageure et je risque de susciter plus de questions que de vous donner des réponses. Je vais toutefois tenter de tirer 3 fils avec vous pour que nous puissions tenter de nous approcher de nos proches. Alors, le premier fil m'amènera à essayer de penser les frontières de la famille. Aujourd'hui, le terme de famille renvoie pour beaucoup à la famille nucléaire, c'est-à-dire aux liens de parents avec leurs enfants et de parents avec leurs propres parents, c'est-à-dire leurs ascendants. Et les liens qui unissent les membres de cette famille sont aujourd'hui davantage pensés comme reposant sur une dimension affective et relationnelle, sur la qualité des liens interindividuels, bien davantage que sur des positions statutaires que chacun et chacune pourrait avoir. Positions statutaires, c'est-à-dire des positions définies par des obligations juridiques et morales. Certains sociologues comme François de Singly ont d'ailleurs parlé du caractère conjugal aujourd'hui et relationnel de la famille contemporaine. Cela dit, c'est la confrontation à certaines situations critiques, la précarité faisant suite à une séparation par exemple, la maladie ou encore la dépendance, qui révèle la force de liens, considérés pourtant souvent comme périphériques au regard d'autres relations familiales caractérisées comme évidentes, entre conjoints par exemple, ou entre enfants et parents, autre situation. C'est ce que montrent Jennifer Bidet et Marie-Clémence Lepape dans un numéro de la Revue des politiques sociales et familiales qu'elles ont coordonné en 2024. L'intensité de ces liens se traduit alors par le temps que l'on peut donner à l'autre, l'écoute, les aides financières et éventuellement matérielles, le partage de repas, l'accompagnement aux soins, l'aide à la décision.
S'intéresser à la notion d'entourage proche suppose de prendre au sérieux ces liens pensés jusqu'à présent comme périphériques, ceux qui nous font dire « rien n'est plus fort que la famille » ou encore « là, c'est quelqu'un qui est comme de ma famille ». L'anthropologue Florence Weber s'est intéressée avec un collectif de travail sur les formes de mobilisation familiale autour de la dépendance. Elle a dans ce cadre mis au jour les logiques de fonctionnement de groupes de parenté qu'elle désigne comme des maisonnées. Ce terme est importé de l'anthropologie de la parenté et fait référence à la dimension spatiale du lien familial, à la maison, bien sûr, mais en tenant compte des modes de vie contemporains, souvent fondés sur la décohabitation entre les générations. Une maisonnée, au sens sociologique du terme, n'est pas un groupe de cohabitation, mais bien plutôt un groupe d'entraide, réunis autour d'une cause commune, concentrant les ressources en temps, en argent, en savoir-faire, en attention, dont disposent les membres du groupe pour faire face aux enjeux du quotidien. Je cite Florence Weber. J'ai repris le terme de maisonnée parce que, grâce à la question que nous posions, que font les familles lorsqu'elles sont confrontées à la dépendance d'un des leurs, notre première découverte empirique a été que certaines personnes, à la même distance généalogique, ne sont pas informées de l'état de santé d'un malade, et que d'autres, bien qu'informées, ne s'impliquent pas de la même façon ni au même degré. Nous avons donc dû répondre à une question empirique très pratique. Comment définir un groupe de personnes qui se sentent concernées par l'état de dépendance d'un des leurs, d'abord, et qui en soient informées, et qui puissent, in fine, être désignées comme personnes de confiance. La maisonnée, c'est donc un groupe solidaire, au-delà des liens du sang, au-delà des liens juridiques, mais peut-on considérer que c'est un au-delà de la proximité spatiale ? Et c'est là le deuxième fil que je voudrais tirer avec vous, qui m'amènera à revenir sur la notion d'ancrage spatial des liens de proximité. Jordan Pinel et un certain nombre de ses confrères, dans une enquête qualitative sur les géographies familiales de retraités, s'est intéressé à la corrélation entre la proximité géographique de ces personnes avec leurs proches et l'intensité des contacts avec les apparentés. Ils ont repéré différentes configurations familiales qui pouvaient jouer de ce point de vue. La configuration la plus courante est celle qu'ils désignent comme étant de famille-entourage local. Dans ce cas, les retraités vivent à moins de 25 km d'un des membres de leur famille et le voient au moins une fois par semaine. La proximité géographique rendant possible ces visites régulières qui permettent d'entretenir le lien. Alors attention, la proximité spatiale ne suffit pas à elle seule et je crois que vous vous en doutez très bien. Le deuxième modèle, ce sera le modèle de la famille atténuée locale, qui combine la proximité géographique et la distance relationnelle, ce qui peut aussi arriver. Une troisième configuration est mise en avant, c'est la famille entourage dispersé. Cette fois-ci, c'est un type de famille, un modèle de relation familiale qui occupe quand même pas mal qui concerne pas mal de leurs enquêtés. Il s'agit finalement, malgré la distance géographique entre les personnes retraitées, leurs enfants et leurs petits-enfants, de maintenir des contacts fréquents, soit par l'intermédiaire des moyens de communication, soit par la ritualisation de retrouvailles dans des lieux de vacances communs, par exemple. Mais tout le monde l'a en tête ici, avec l'avancée en âge, la maladie et l'augmentation des risques de dépendance, la proximité géographique devient progressivement un enjeu important et le soutien matériel et moral des parents vieillissants est de plus difficile à dispenser dès lors que la distance géographique est plus grande. Je prendrai le problème à rebours et je tiendrai le temps, je vous en assure. La proximité, alors j'ai envie vraiment de prendre le problème à l'inverse, c'est-à-dire qu'une forte proximité spatiale dans un habitat commun, par exemple, sans lien dit de famille, pourrait-elle créer une proximité suffisante pour que les personnes vivant sous ce même habitat puissent être suffisamment en confiance pour être désignées comme accompagnantes dans des processus de soins et d'accompagnement de la maladie? Je m'appuie ici sur les travaux de Noémie Emmanuel qui portent sur une expérience d'habitat féministe qui a vu le jour en 2021 à Bruxelles et qui met à disposition des logements individuels à des femmes sans abri ou mal logées, de toute génération. Son enquête décrit des solidarités fortes entre femmes qui partagent spatialement une même condition,
qui ont un sentiment d'appartenance et se retrouvent autour de valeurs et d'idéaux politiques communs. La chercheuse décrit des pratiques de sollicitude et une mutualisation du soin entre voisines d'âges différents, qui se rendent des services et qui, parfois, mettent en pratique de véritables formes de solidarité. Elle a pour autant remarqué que, lorsqu'il y avait des situations très critiques, et particulièrement de maladies ou de maladies incurables, la question des liens statutaires revenait. Et l'une des enquêtées dit par exemple, je la cite, « Quand Liliane est tombée malade, elle m'a appelée pour me dire ce qu'elle avait. Puis elle m'a dit, il ne faut pas le dire aux autres. Et à un moment donné, je lui ai dit, c'est pas possible, Liliane, je ne peux pas porter toute seule la gravité de ta maladie. Ça devenait un peu trop lourd pour moi. On est voisines. C'est pas ma mère, ni ma sœur. On ne peut pas prendre les mêmes responsabilités. » Donc on voit que dès lors qu'il s'agit de désigner une personne de confiance, dès lors qu'il s'agit de penser aux liens de proximité, s'entrelacent un certain nombre de logiques qui, effectivement, mettent en tension régulièrement des contradictions. La proximité n'est certainement pas que la proximité géographique. La proximité n'engage pas simplement des liens statutaires. Elle peut engager des connivences affinitaires. Il n'en reste pas moins que dans les périodes de crise ultime, souvent, les individus sont renvoyés à l'existence de ces liens statutaires familiaux qui engagent obligation et soins, entraide entre les générations. Je vous remercie, je n'ai pas tout dit, mais... Merci beaucoup, Lucile, pour cet éclairage qui montre que pour la sociologie et l'anthropologie, voilà, la question de la proximité, la question de la famille, c'est une question très complexe et voilà, qui trouve différentes façons de se manifester selon les configurations familiales, sociales, etc. Alors ça me fait penser, c'est marrant, parce que Anne Caron d'Église me disait hier soir, pour le droit, le proche, c'est très clair. Donc on va avoir deux points de vue un peu différents. Voilà. Le droit va nous éclairer un peu sur sa vision de ce que c'est qu'un proche et les questions que ça pose éventuellement, et peut-être un peu moins complexe que pour les sciences humaines. Merci beaucoup pour cette introduction. On a décidé d'inverser nos interventions à l'un et à l'autre. Bonjour à toutes et à tous. Il nous a été demandé à la fois de réfléchir à la notion de proche, mais aussi de la penser et d'essayer de proposer des pistes de construction de la place du proche dans un dispositif qui a comme clé de voûte, on pourrait dire comme ça, la désignation de la personne de confiance, dont il a été dit que le dispositif sous forme, en tout cas de provocation, pouvait être obsolète, mais pas forcément tant que ça, qu'il faudrait peut-être l'adapter. Alors, du point de vue du droit, effectivement, on a un certain nombre de réponses. Mais comme toutes les réponses juridiques, ce sont des réponses qui donnent des bases, qui donnent un cadre, mais qui ne donnent pas nécessairement de solution. Parce qu'ensuite, en pratique, c'est évidemment beaucoup plus complexe. Donc, je voudrais partager avec vous, dans le temps qui est le mien, et je vais regarder l'horloge, je voudrais partager plusieurs points d'attention. D'abord, quand nous réfléchissons à ce que doit être la place des proches, il faut que nous nous décalions un tout petit peu pour nous demander, mais en réalité, quelles questions on va leur poser? Comment va-t-on les choisir? Et à partir de quoi? À partir d'un principe fondamental qui est que nous devons toujours rechercher la volonté de la personne elle-même. Et ça, c'est tout de même la base de notre réflexion. Avant d'aller chercher des proches, il faut que nous soyons extrêmement exigeants sur le recueil de la volonté de la personne elle-même. En effet, nous sommes dans un système démocratique fondé sur l'idée que l'homme, la femme, sont dotés d'une volonté personnelle libre qui doit pouvoir s'exercer dans la sphère privée et encore plus intime, mais qu'à côté de cette volonté personnelle, pour que la vie en société fonctionne, il faut une volonté générale. Une volonté générale qui est un bien commun, qui va organiser les bornes de la volonté personnelle. Et c'est ça qui est compliqué quand on construit des dispositifs d'accompagnement, d'aide ou de représentation, c'est-à-dire de substitution de la volonté d'une personne qui ne peut plus s'exprimer. Parce que quand elle ne peut plus s'exprimer, il faut effectivement essayer de trouver une solution.
Nous savons aussi que depuis un certain nombre d'années, la place accordée à la volonté des personnes elles-mêmes, et en particulier de la personne directement concernée, le patient, la personne accompagnée, la personne en situation de handicap, rend insupportable l'idée que cette personne pourrait ne plus avoir à s'exprimer. Et donc, les personnes elles-mêmes, au travers d'un certain nombre de collectifs, notamment du handicap, ont mis en lumière la volonté absolue de s'autodéterminer dans toutes les situations. Et nous savons qu'il existe une convention, la Convention internationale des personnes en situation de handicap, qui prévoit à son article 12 l'absolue nécessité d'aller rechercher d'abord la volonté de la personne au moyen d'une information qui doit elle-même être adaptée à ce que la personne peut comprendre de sa situation. Si l'on fait un petit pas de côté et qu'on va regarder des exemples étrangers, on voit qu'en Allemagne, au Royaume-Uni, la prise en compte de la volonté de la personne est elle-même une dimension fondamentale. Et le Best Interest Decision pour les Anglais, en particulier, oblige les médecins à ne pas prendre une décision seule, mais à aller toujours rechercher en première intention la volonté de la personne. Donc cette exigence de recherche de volonté est le socle de toute action concrète, de toute réflexion à conduire lorsqu'on souhaite construire un dispositif adapté pour soutenir, parfois substituer, la volonté de la personne. Donc quand on va réfléchir aux proches, il faut d'abord essayer d'avoir cet angle. Mais évidemment, deuxième point d'attention, dans le domaine des soins en particulier, mais aussi dans le domaine de l'accompagnement médico-social, le recueil de la volonté est particulièrement complexe. Particulièrement complexe parce que, évidemment, la décision médicale, en particulier, qui n'engage souvent que le médecin ou une équipe médicale, ne peut pas être une décision qui est complètement décorrélée de l'information donnée au patient, de ce qu'il comprend, et de la nécessité de respecter non seulement ce qu'il veut, ce à quoi il consent, et vous voyez qu'il y a une nuance entre vouloir et consentir, et puis parfois ce qu'il refuse. Et puis l'état de santé de la personne, des situations d'urgence ou pas d'urgence, et à ce moment-là, bien sûr, sont convoqués un certain nombre de dimensions ou des interlocuteurs extérieurs à la personne. Autre petit pas de côté sur ce point, nous devons avoir conscience, et nous l'avons, je crois, que la volonté, elle n'est pas une, indivisible, elle va se construire au cours d'un parcours de vie. Nous avons évoqué les adultes jusqu'à présent. Je ne peux pas ne pas parler des enfants. Et en ce qui concerne les enfants, on considère dans notre système juridique que la volonté d'un enfant est encore immature. Elle se construit au fur et à mesure, et ce sont ses parents ou les titulaires de l'autorité parentale qui prennent les décisions pour eux avec un certain nombre de seuils d'âge en fonction des soins qu'on leur donne. Et donc pour les enfants, on ne parle pas de personnes de confiance, on parle des titulaires de l'autorité parentale. Pour les adultes, on va d'abord aller rechercher cette volonté libre et éclairée, c'est-à-dire celle qui est capable de comprendre les informations qu'on lui donne. Et là, il y a un premier effort à faire, qui est la manière dont on donne ces informations pour qu'elles soient accessibles, compréhensibles, y compris quand le contact est difficile avec la personne. Et là, on sera dans une volonté qui doit être éclairée, qui permet au patient ou à la personne accompagnée de se projeter dans une décision qui va l'engager. Et puis, on a des obstacles à cette volonté, et on est alors dans une volonté altérée, voire empêchée. Elle est altérée lorsque la personne ne comprend pas les informations ou lorsqu'elle est en difficulté. Elle est empêchée lorsqu'elle ne peut absolument plus rien exprimer. Et je fais ici la différence entre ne rien pouvoir exprimer et ne pas pouvoir communiquer, ce qui est encore autre chose. Et donc, face à cette volonté affaiblie, et c'est de celle-là dont on parle, se mettent en place un certain nombre de mécanismes. D'abord des mécanismes informels. Il y a un certain nombre de situations dans lesquelles le droit donne des bornes, mais en réalité, ce sont des mécanismes informels. On va essayer de savoir ce que la personne veut, ce qu'elle ne veut pas, et qui va pouvoir nous renseigner sur ce qu'elle a pu vouloir ou ce qu'elle aurait pu vouloir. Et puis, il y a des mécanismes juridiques d'anticipation, et c'est là qu'on se prend que la désignation de la personne de confiance, mais aussi les directives anticipées prennent leur place. Et puis d'autres mécanismes, comme le mandat de protection future, qui est le fait d'anticiper par avance sa propre altération pour pouvoir être soutenu ou représenté
dans les décisions qu'on a à prendre, y compris les décisions médicales. Et puis, dernier volet, mais Gilles en parlera plus que moi, il y a tout le dispositif juridique et judiciaire qui permet à un juge des tutelles de prononcer une mesure de sauvegarde de justice, une curatelle ou une tutelle, dans laquelle, je le dis d'ores et déjà pour que ce soit clair pour tout le monde, il ne s'agit pas de rendre la personne incapable, il ne s'agit pas d'annihiler sa volonté, il s'agit en particulier dans le domaine personnel et en particulier dans le domaine des soins, de lui permettre, dit le Code civil, de continuer à décider pour elle-même lorsque son état le permet. Et c'est toute la difficulté. Qu'est-ce que c'est que l'état qui permet de continuer à s'exprimer pour soi-même? Si la personne ne peut plus prendre des décisions pour elle-même, alors le juge, dans une mesure de protection, peut la faire assister ou représenter. Et c'est vrai pour d'autres mécanismes que la protection juridique des majeurs, comme par exemple les directives anticipées ou la désignation d'une personne de confiance. Et oui, je réponds, oui, une personne protégée peut désigner une personne de confiance. Après, la question, si, avec autorisation du juge, oui, voilà, avec autorisation du juge, et évidemment, la question qui se pose alors est de savoir quel est le rôle des proches, qui pourrait être désigné comme personne de confiance, et plus globalement, qu'est-ce que c'est qu'un proche? Et donc, oui, nous avons une réponse, puisque le droit crée des liens juridiques clairs, qui sont des liens de parenté qui normalement reposent sur la biologie, mais qui de plus en plus s'ouvrent sur d'autres dimensions. Je ne vais pas évidemment rentrer dans ce sujet, mais elle définit ce qu'est le proche, qui par définition n'est pas un membre de la famille, pour le Code civil, c'est celui qui entretient des liens étroits et stables avec la personne. Pour nous, c'est simple comme définition. Lien étroit et stable. Ça veut dire qu'il faut effectivement être en proximité et pas géographique, affective. Il faut avoir des liens stables, c'est-à-dire pas pendant quelques jours, quelques mois, quelques années, on est déjà un peu plus solide. Il faut qu'on soit dans des relations vraiment d'affection et de confiance, ce qui veut dire, par exemple, on a coutume de dire que l'aide à domicile, que le banquier, que le médecin, et là c'est plus compliqué, mais le médecin n'est pas un proche au sens du Code civil. Alors une fois qu'on a dit ça, eh bien comment on arbitre entre tous ces proches? Qui va arbitrer? C'est la question que vous avez posée, et c'est selon moi du cas par cas. Évidemment, ça suppose une mise en débat. Que faire quand il n'y a pas de proches? Parce qu'effectivement, il y a un certain nombre de situations dans lesquelles il n'y a pas de famille, ou alors elle est très éloignée, elle est en conflit. Il n'y a pas de proche. Il y a le voisin, mais le voisin n'est pas forcément un proche, mais il peut l'être. Donc c'est vraiment du cas par cas. Et puis troisième point, je surveille le chronomètre, quel rôle? Qu'est-ce qu'il faut lui demander? Est-ce qu'il faut lui demander d'être dans l'accompagnement? Est-ce qu'il faut lui demander de dire ce que la personne aurait voulu? Est-ce qu'il faut lui demander de participer à une décision? Tout cela est évidemment extrêmement compliqué et on a une tension aujourd'hui entre, d'un côté, la société de manière générale qui sollicite pour toute décision une volonté libre et éclairée parce que c'est elle qui va engager et qui va éviter d'éventuelles mises en cause de responsabilité. Et puis de l'autre côté, une société qui compte de plus en plus de personnes isolées pour lesquelles nous n'avons pas la possibilité d'avoir désignation à bonne distance d'une personne de confiance ou même de la qualité de proche. Alors, et je vais terminer par là, nous avons des outils à disposition qui sont en particulier les outils des directives anticipées, très peu utilisés et très souvent associés à la fin de vie, alors qu'ils pourraient être utilisés à autre chose que la fin de vie au sens strict du terme. On pourrait être sur la fin de la vie, sur le processus, sur le parcours, ce qui n'est déjà pas la même chose, et on pourrait être plus clairement sur des directives anticipées de vie. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je ne veux pas? Comment je les exprime? Pour l'instant, on est très mauvais sur ce sujet, et nous avons, je pense, beaucoup à travailler, et j'y reviendrai s'il y a des questions sur ce point. Le deuxième dispositif, c'est la personne de confiance. Personne de confiance qui est encore trop associée à la personne de confiance en santé.
et pas du tout à la personne de confiance qui a été créée par la loi d'adaptation de la société au vieillissement, qui est la personne de confiance avec la même appellation dans le domaine du médico-social. Cette appellation a fait l'objet chez un certain nombre de praticiens d'incompréhension. Certains disant, mais appeler de la même façon la personne de confiance dans le médico-social et la personne de confiance dans les hôpitaux en particulier, c'est mettre de la confusion. Personnellement, je ne le crois pas. Je crois que ça permet d'avoir conscience que ce qui compte, c'est la confiance donnée en la personne. Alors, est-ce qu'il en faut plusieurs? On verra, mais c'est la confiance donnée à une personne qui va soutenir la compréhension par la personne en difficulté des informations qu'on lui donne, qui va l'accompagner dans son parcours de soins, mais qui peut ne pas être qu'un parcours à l'hôpital, qui peut être fait d'aller et venue entre l'hôpital, la maison de retraite, le domicile, le centre de rééducation. Bref, il faut quelqu'un qui assure la continuité et pas une personne de confiance pour les soins, une personne de confiance pour le médico-social, éventuellement une, si on l'imaginait jusque-là, à domicile. Bref, il faut vraiment qu'il y ait une fluidité dans le rôle qui est confié à la personne de confiance. Alors, si l'on voyait aujourd'hui des perspectives, puisqu'il a été demandé de réfléchir à la construction, il faudrait bien évidemment que nous nous demandions quel est le champ d'intervention de la personne de confiance. Est-ce qu'il en faut une? Est-ce qu'il en faut plusieurs? Sur quelle base? Est-ce que ça doit être forcément une personne qui est dans la proximité, telle que je l'ai définie tout à l'heure, ou est-ce que c'est plus complexe que ça? Et si c'est plus complexe que ça, j'ai entendu, notamment, je crois tout à l'heure, que des enfants, par exemple, dans la même famille, peuvent avoir une proximité différente et peuvent se partager les rôles. Mais nous savons d'expérience, dans l'organisation des mesures de protection, que désigner, par exemple, plusieurs tuteurs ou plusieurs curateurs, c'est très compliqué. Parce qu'après, on se pose la question de la coordination. Qui va l'emporter sur l'autre? Est-ce qu'il doit y en avoir un qui l'emporte sur l'autre? Comment on met en jeu ce qui est censé être le rôle de l'accompagnant, du tuteur, du curateur et de la personne de confiance dans un autre champ, mais complémentaire? Est-ce que c'est de dire ce que l'on pense soi-même en tant qu'adulte, ou est-ce que c'est aller rechercher ce que la personne aurait voulu? Et c'est évidemment normalement ça. Mais sa volonté a pu évoluer. De même, ce que demandent les soignants, et je me tourne vers les soignants, c'est souvent d'avoir un appui sur les arbitrages qu'ils vont devoir faire. Pourquoi le demandent-ils? Est-ce que c'est uniquement pour s'assurer de la volonté de la personne? Est-ce que c'est pour stabiliser leurs décisions, pour éviter les éventuelles difficultés par la suite? Là, nous avons aussi un travail à faire. Parce qu'il ne s'agit pas de reconstituer a posteriori des volontés de manière très théorique. C'est évidemment beaucoup plus complexe que ça. Donc j'ai tendance à dire que si nous devons réfléchir aujourd'hui à une évolution du système, il faudrait probablement accrocher à la personne de confiance les directives anticipées, mais de vie, de manière à ce que cette personne de confiance puisse s'appuyer sur un document qui peut être évolutif et qui est compliqué à construire, mais qui permet vraiment d'avoir des éléments objectifs sur ce qu'a été ou ce qu'est la volonté de la personne à un instant T, et comment elle peut évoluer à partir de ce qui compte pour elle. Et ça, elle peut l'écrire, mais c'est à nous de travailler sur ces directives anticipées. Et puis, évidemment, pour connaître les directives anticipées et la désignation de la personne de confiance, il faut que nous ayons un outil facilement accessible, par exemple, le dossier médical partagé. Par exemple, il y a d'autres pistes. Je m'arrête là pour rester dans le temps. Merci beaucoup. Alors bon, ça fera peut-être l'objet des débats, mais c'est vrai que c'est intéressant parce qu'en fait, aujourd'hui, quand même, les directives anticipées sont prioritaires par rapport à la personne de confiance. Il y a une hiérarchisation dans la prise en compte des... Donc là, ça inviterait à revoir un peu ce schéma-là de comment la personne de confiance peut jouer un rôle dans la mise en œuvre des directives anticipées. C'est une piste intéressante. Merci. Gilles, à toi de nous faire part de ton regard sur ces questions. Merci. Merci beaucoup, Guillaume. Je crois que ce que tu as dit est très éclairant.
On a dit qu'il y avait une priorité des directives anticipées sur la personne de confiance. Et quand tu dis ça, tu cites la loi. Et bien, quand on est juriste, justement, on doit dire, surtout quand on est dans le soin et face à des décisions extrêmement graves, il ne faut pas se crisper sur la règle. Voilà. Il ne faut pas se crisper sur la règle. Et moi, je trouve que l'enseignement de Portalis est toujours très éclairant. Il ne faut pas désobéir par esprit de servitude. Voilà, il ne faut pas s'enfermer dans la lettre des textes, il ne faut pas se crisper sur la règle. Et justement, ce binôme, personne de confiance et directive anticipée, mais il est là justement pour donner du sens et évoluer peut-être avec les circonstances. Alors, votre commande, penser et construire les proches, comment on voit les proches, je l'ai vu seulement par rapport à la personne de confiance. Proche et personne de confiance, ce n'est pas la même chose que si on pensait les proches dans d'autres matières du droit. Alors, comme le temps est un peu contraint, je ne vais pas vous lire l'article L1111-6 du Code de la santé publique, mais c'est quand même ce qu'il faudrait faire si on était assez rigoureux. Et on découvrirait assez vite qu'il faut dissocier le fond et la forme, c'est-à-dire finalement, qu'est-ce que c'est une personne de confiance, quel est son rôle, quelle est sa fonction, qu'est-ce qu'on attend d'elle, comment finalement elle va exercer sa mission, et puis la forme, c'est-à-dire qu'est-ce qui la légitime, qu'est-ce qui l'habilite, qu'est-ce qui lui permet à un moment de dire quelle est la personne de confiance. Donc c'est cette question de l'écrit. La personne de confiance, c'est une institution récente, loi Kouchner, 2002. Et il ne faut pas présumer de nos forces. En droit, on sait très bien que les institutions sont très anciennes et introduire de nouvelles institutions, ce n'est pas si évident que cela dans la société, pour tout le monde, pour arriver à comprendre exactement quelle est leur place. Personne de confiance, elle n'a guère que 23 ans. Elle n'a guère que 23 ans. Voilà. Les directives anticipées 2005, elles n'ont guère que 20 ans. Qu'est-ce que c'est que 20 ou 25 ans en droit quand nous, on travaille avec des institutions qui sont bimillénaires, qui ont été construites génération après génération par les Romains d'abord, et puis c'est venu jusqu'à nous. Alors évidemment, ça évolue. Mais en tout cas, le fait d'être habitué à une institution et d'avoir cette jurisprudence, je trouve que il est beau le mot, madame, la jurisprudence. Il est beau ce mot. Alors, je voulais vous dire quelques mots d'abord sur la forme et plus exactement sur ce que n'est pas la personne de confiance, avant de vous dire finalement comment être une personne de confiance. La forme, ce que n'est pas la personne de confiance. Il y a deux mots ici qu'il faut avoir à l'esprit, c'est le mandataire à la santé, d'une part, et le représentant légal, d'autre part. Le mandataire à la santé. La personne de confiance n'est pas un mandataire à la santé. Donc, quand on prend la technique du mandat, contrat par lequel une personne appelée le mandant donne un pouvoir de représentation au mandataire pour accomplir un acte juridique qui produira ses effets dans son patrimoine ou sur sa personne. Le mandat à force obligatoire, on a un pouvoir de représentation, c'est-à-dire que le consentement du mandant est porté par le mandataire. Eh bien non, voilà. La personne de confiance n'est pas un mandataire à la personne. Et c'est ça souvent qui crispe un peu les personnes quand elles reçoivent ce titre de personne de confiance, c'est qu'on leur envoie l'image qu'elles vont décider pour. Dans le texte de 2002, ce n'était pas très clair. Mais quand on l'a réécrit en 2016, justement, sur la deuxième loi de fin de vie, on a dit que c'est un témoignage. Personne de confiance n'est pas un témoin, n'est pas un décideur, c'est un témoin. Voilà. Alors là où il peut y avoir de l'ambiguïté, c'est comment se prend la décision médicale. Je vois Aurore qui a écrit un très beau texte sur décision médicale, la codécision. Voilà. Si elle se prend avec le patient et que le patient ne peut pas décider, comment on fait? Et donc on va dire oui, mais en définitive, c'est comme si la personne de confiance décidait pour. Non, il faut quand même rester à sa place, c'est un témoin. Voilà. Alors, ensuite, vous avez la question du représentant légal. Donc Anne a beaucoup reparlé des mineurs.
Et le texte nous le dit bien, toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées. Donc là, le législateur a fait ce choix aujourd'hui. Peut-être qu'il ne le fera pas demain avec les grands adolescents. Il a considéré qu'un mineur ne peut pas désigner une personne de confiance. C'est dans la loi, mais ne nous crispons pas. Et je sais très bien que dans les pratiques, si on avait un grand mineur qui avait donné des confidences à un de ses proches, elle serait évidemment entendue. Ouais, et puis il y a des directives anticipées. Mais clairement, le représentant légal, c'est important, non pas pour les mineurs, parce que le représentant légal décide pour, c'est pour, dans les mesures de protection juridique, quand on a un tuteur. Alors d'abord, vous dire que le mot représentant légal, on l'a supprimé dans le Code de la santé publique, ordonnance du 11 mars 2020, pour désigner le tuteur, et même le curateur, car je crois qu'au ministère de la Santé, sous le mot représentant légal, parfois on voyait aussi le curateur. Il n'y a plus de représentant légal qui désigne un organe d'une mesure de protection juridique. On parle d'ailleurs d'un représentant judiciaire ou d'un assistant judiciaire. Et en règle générale, Anne Caron-Déglise l'a dit, le juge des tutelles ne va pas s'immiscer dans la protection de la personne. Il reste sur l'article 459 alinéa 1er. La personne continue à décider seule si son état le permet. Il y a quelques textes spéciaux sur quelques décisions graves, mais de manière générale, on ne fait rien. En revanche, si la prévisibilité de ne pas pouvoir s'exprimer est là, dans ce cas-là, on va donner à ce curateur ou à ce tuteur une mission d'assistance. Et si c'est un tuteur ou dans une habilitation familiale par représentation, une mission de représentation. Et là, j'en arrive à la mission, toujours sur la forme et les mots. Qu'est-ce qu'on attend de la personne de confiance? Un témoignage? Est-ce que c'est seulement un témoignage? Est-ce que c'est un avis? Est-ce que c'est un consentement? Ou est-ce que c'est une autorisation? Donc, vous voyez, le temps est extrêmement contraint, mais tout ça n'est pas neutre en droit. Et le médecin décide, oui, mais il va décider de manière éclairée, donc il va lui falloir des éléments. Mais la personne de confiance, voilà, moi je suis porté dans mes écrits juste à dire qu'elle donne son avis, qu'elle restitue, donc voilà, ce n'est certainement pas le consentement qu'elle porte. Elle pourrait dire que je suis d'avis qu'elle aurait donné ce consentement aujourd'hui, qu'elle ne peut plus le faire, mais c'est tout. Voilà. L'autorisation non plus. Et je trouve que le gros travail qui a été fait dans l'ordonnance du 11 mars 2020, l'article L1111-4, enfin, -8, voilà, vous avez un texte sur quand est-ce qu'on peut demander au tuteur de décider pour. Eh bien, justement, on a dit que c'était de la représentation, c'est une mission de représentation, mais on n'a pas dit qu'il va consentir à la place d'eux. On a dit qu'il va autoriser. Parce que ce n'est pas la même chose d'autoriser un acte. Consentir, c'est aussi s'engager à l'acte. C'est se soumettre. Hein, le sujet et l'objet. On se soumet, on est l'objet de l'acte médical. Donc sur la forme, c'est très important. J'ai peut-être été trop long, mais c'est très important, c'est de comprendre que ce n'est qu'un témoin. Le fond, maintenant. Le fond, c'est lié à cette question. On dit qu'il est obsolète. C'est quand même pas rien, quand même. Hein, c'est un peu subversif de dire que la personne est obsolète. Donc, moi, je crois qu'il ne faut pas changer les mots. Je crois que si on veut qu'une institution gagne du terrain, qu'elle soit adoptée, il faut faire confiance aux mots. On peut modifier la définition, on peut modifier la loi pour justement préciser quelle est la mission, mais il faut laisser les mots. Par contre, il faut justement faire de l'éducation pour arriver à comprendre ce que c'est. Ça fait très longtemps que je considère que ce qui est dommage, qu'on n'ait pas, c'est des associations de personnes de confiance, des groupes de parole de personnes de confiance, où on explique justement ce que ça a été, quel poids ça a été d'être une personne de confiance, avec des psychologues, avec des étudiants, avec des sociologues, avec nous. Enfin, ça serait très sympa si on faisait ça, quoi. Des groupes de parole de personnes de confiance pour échanger justement et éduquer. Vous avez être personne de confiance, voilà. Ça serait bien que dans les établissements hospitaliers, il y ait au moins ces portes ouvertes. Alors c'est le temps qui est important, parce que l'obsolescence apparaît avec le temps. Il y a deux manières d'appréhender le temps, l'instant et la durée. L'instant. Votre personne de confiance, le médecin va aller la rechercher lorsque le patient ne peut plus s'exprimer. Et voilà, de manière un peu brutale, il va lui dire, bon ben voilà, qu'est-ce que j'écris, moi, que je dois tracer, je dois motiver la décision médicale, qu'est-ce que vous diriez, vous, en tant que personne de confiance?
la gravité du témoignage qui va être donné à l'instant T. Alors, par rapport, justement, à ce que tu disais, Grégoire, à la multiplicité des personnes de confiance, il n'est nullement interdit, si on veut se crisper sur la règle, qu'il n'y en ait qu'une, il n'est nullement interdit de changer régulièrement de personnes de confiance par rapport justement aux disponibilités de chacun, d'avoir les personnes de confiance des semaines paires, les personnes de confiance des semaines impaires. Non, mais il est nullement interdit de le faire. Je ne dis pas que c'est bien, mais je dis qu'une succession de personnes de confiance, ça peut être important, parce que ça doit être le témoin. Comment voulez-vous être le témoin quand vous n'êtes pas là tout le temps? Il faut aussi être un peu réaliste. Et puis, vous avez aussi des rechutes dans les maladies. Vous avez parfois des multi-maladies. On peut se faire soigner sur telle maladie et vouloir en parler à telle personne et pas à telle autre. Et sur telle autre maladie, se sentir plus proche de telle autre personne. Et donc là, j'en arrive à la temporalité. Carbonnier. Doyen Carbonnier, toujours relire Carbonnier, nous dit que sur le tuteur, le curateur, il y a des conditions de recrutement. Eh bien, quand on choisit sa personne de confiance, il faut se dire quelles sont les qualités d'une bonne personne de confiance. C'est d'abord le temps, la disponibilité. On ne peut pas être personne de confiance si on n'a pas été témoin, et on ne peut pas être témoin si on n'a pas vu, si on n'a pas entendu, si on ne peut pas restituer. Restituer quoi? Restituer comment la personne, elle a entendu la maladie, ce diagnostic, c'est parfait, et comment elle est passée par toutes les phases, le déni, la colère, et puis peut-être l'acceptation. Et justement là, au moment où elle ne peut plus parler, elle avait accepté. Ou au contraire, non, elle est restée sur le déni, elle n'a pas encore accepté. Je ne peux pas vous dire si elle a accepté. C'est ça qu'on attend d'une personne de confiance. C'est pouvoir exactement dire, cette personne, où est-ce qu'elle en est dans son processus. Donc la question de la disponibilité, on ne peut pas être une personne de confiance si on n'a pas déjà la disponibilité. L'oralité, ensuite. Personne de confiance, contrairement à l'écrit, des directives anticipées, c'est quelqu'un qui va pouvoir parler. C'est quelqu'un qui va pouvoir se faire comprendre des médecins, qui va arriver à le dire, parfois dans des moments où c'est un peu tendu, où les gens sont un peu fermés, qui va quand même arriver à restituer des choses qui soient exactes. Et puis l'écoute. Une bonne personne de confiance, c'est quelqu'un qui écoute, qui voit. Donc ce n'est pas les mêmes qualités. Vous voyez, en fait, c'est là que c'est la limite de la loi. Il n'en faut qu'une. Comme si on pouvait, sur une seule et même personne de confiance, concentrer toutes ses qualités. Quand c'est un professionnel, c'est facile, on le forme et on devient professionnel et on développe ses qualités parce qu'on est attendu comme professionnel. Mais quand on est personne de confiance et qu'on doit, dans le cours de sa propre vie, parfois quand on est aussi parent, devenir la personne de confiance de son père, de sa mère, de sa belle-mère ou d'un frère éloigné qui a subitement une maladie, est-ce qu'on va pouvoir avoir toutes ces qualités tout seul? Et donc, je trouve que c'est pour ça qu'il faut avoir de l'intelligence et se dire qu'on va en écouter peut-être plusieurs. La question qui va être, s'il n'y en a qu'une formellement à mettre, c'est peut-être celle qui va pouvoir dire le mieux les choses par rapport, être la plus consensuelle par rapport à un groupe de famille. Je ne pense pas qu'il y ait qu'une seule manière de voir les choses. On va voir les choses différemment aussi dans nos familles, on va voir différemment les choses aussi par rapport à telle ou telle maladie, par rapport parfois à la violence. On sait très bien que dans nos groupes d'éthique clinique, on a parfois des hypothèses de personnes qui ont des maladies qu'elles gardent secrètes pour leur famille et qu'elles refusent que leur mari, leurs enfants soient informés. Qui sera cette personne de confiance? Voilà. Donc je crois qu'il faut accepter la complexité de la vie et penser ce dispositif par rapport à l'individualité de cet être qui, justement, un jour peut-être ne pourra plus s'exprimer. Voilà, je vous remercie. Merci. Merci beaucoup. Merci pour avoir respecté ces temps de parole, ce qui nous laisse une vingtaine de minutes pour échanger. Mais je vois tout de suite que Grégoire souhaite réagir. Donc je lui donne tout de suite la parole. Non, pas réagir, mais vous n'avez pas senti le petit frémissement entre Anne et Gilles? C'est-à-dire que quand Gilles a dit on peut en désigner plusieurs, et puis putain, elle l'a pas dit, mais ça va être le bazar. Voilà. Mais en gros, c'est ça la problématique. Alors, histoire que j'ai discuté avec nos procureurs, que je fréquente de temps à autre, tu le sais, Gilles, s'ils avaient à trancher un jour
il me dit, je désignerai qui comme expert? Un expert du droit ou un expert médical? Et il me dit, bah, Grégoire, j'en prendrai 2. Et donc, je vous désignerai comme expert médicaux. Et je lui raconte l'histoire suivante qui croise le truc. Une étudiante en médecine, 5e année, avant de passer le concours de l'internat, et personne de confiance de sa maman pour le suivi de son diabète. Et la maman dit, j'ai également un cancer du sein, et dit à l'équipe soignante, je veux que ma personne de confiance ne soit pas informée du cancer du sein pour ne pas l'inquiéter parce qu'elle va passer le concours de l'internat. Et vous retrouvez, dans ce que tu as dit, ayant une vision non rigide du texte, ben effectivement, l'équipe ne va pas tout partager avec la personne de confiance. Et pourtant, on sait que dans un moment de processus de décision sur une éventuelle fin de vie, ça n'ira pas, mais on a de la temporalité. Et dans la temporalité, on va finir par faire que cette personne de confiance partage cette information avec sa fille après le concours de l'internat. Voilà. Donc je crois que c'est ça aussi que nous apprend, voilà, ce qui va être plus de l'éthique clinique et d'expertise. Et puis, sur cette double désignation que j'ai pu écrire, moi aussi, parce que plein de gens écrivent à leur façon. Mais après tout, pourquoi pas de personnes de confiance si dans l'accompagnement du quotidien, l'aide à la décision doit être portée par 2, mais peut-être que non plus. Peut-être qu'il faut dire qu'il y en a une, mais l'autre proche va avoir aussi ce rôle d'accompagnement à la décision. Mais en tout cas, s'il y en avait 2, mettons en dialogue dans la relation de soins, le fait que, parce que les patients sont matures, et des fois beaucoup plus que les professionnels de santé, petite parenthèse, qu'au moment d'une décision de fin de vie complexe, on leur dit, là, pour cette décision-là, vous pouvez être 2. Il faut ou du moins, il faut que les 2 soient raccords. Non, mais je te fais ce que vont faire les équipes. Voilà. Mais pour dire qu'il y a aussi cette intelligence collective, mais je suis d'accord, puis je vous dire, il y en aura une, parce que tout le monde c'est le bazar, mais ne pas exclure les autres proches. Moi, j'insiste là-dessus. Dans le processus de décision, il y a beaucoup d'institutions, je l'ai dit en introduction, qui ont une vision un peu binaire, enfin monovalente, alors qu'il faut avoir une vision binaire du dispositif. Voilà. Et dernière petite remarque sur les jeunes, quand même. Je ne suis pas juriste. Vous avez dit il n'y en a pas, mais en pratique, il y en a en pédiatrie. Non, il n'y en a pas parce qu'elle ne s'appelle pas comme telle, mais la lecture de la loi fait dire qu'un jeune adulte ou un grand enfant peut demander à ce que l'autorité parentale ne soit pas informée de tel, mais il doit référer un adulte majeur qui va être justement son référent. Donc quelque part, je ne sais pas quel est votre point de vue de juriste, mais on voit bien qu'on avance vers cette idée que pour les mineurs, on va aller vers un dispositif, voilà, et que peut-être, mais je ne sais pas, c'est parce qu'on est dans la procédure de révision des lois, mais là, ce n'est pas la loi de bioéthique, c'est la loi des droits des patients, mais c'était pour regarder Jean-François, mais on croise peut-être quand même, et vous, juristes, et je l'entends, on dit assez jeune, une loi de 20 ans, mais quand on s'appelle, alors, toute proportion gardée, Jean Leonetti, Grégoire Moutel, les cliniciens, on dit, mais purée, c'est long, 20 ans, et c'est toujours pas rentré dans les pratiques. Donc, on a aussi cette temporalité, mais en tout cas, une loi peut peut-être aussi un peu évoluer, je ne sais pas, ou alors on dit on la bouge pas, et vous l'avez dit, c'est l'éducation, et c'est une jurisprudence que je qualifierais de bonne pratique, et que peut-être qu'on doit édicter des guides de bonne pratique ou de mise en œuvre sur la bonne mise en œuvre de la personne de confiance. Voilà, c'était juste pour vous donner un petit contrepoint. Merci. Moi, j'ai différentes réflexions sur cette table ronde très riche que je transmettrai par 2 questions. Madame Herzog, vous avez souligné l'importance de la maisonnée, les évolutions des familles à la fois biologiques et sociologiques. Et je trouve que ça met particulièrement en éclairage l'isolement de certaines personnes, et Anne l'a évoqué. Et je me disais, est-ce qu'on peut imaginer un soutien social, solidaire pour des personnes qui sont complètement démunies? Ça me fait tout de suite penser à ce qui est mis en place quand personne ne peut organiser les funérailles. Eh bien, la société se mobilise pour organiser les funérailles d'une personne. Et donc là, voilà, ça c'est... Est-ce qu'on peut imaginer... une maisonnée encore plus grande, et comment, quelles seraient les précautions à envisager? Alors, je risque d'être un peu décevante, c'est-à-dire que nous, en sociologie, c'est vrai qu'on ne dit pas toujours ce qui doit être ou ce qui pourrait être. C'est vrai qu'on a tendance à étudier ce qui est, et pas forcément dans une vision programmatique. Après, c'est vrai que la question de l'isolement, notamment des personnes âgées, est une vraie difficulté sociale, et que, par exemple, les mairies mettent un
un certain nombre de dispositifs pour l'accompagnement au quotidien, des soins, les repas ou ce genre de choses. Mais c'est vrai que sur la question des fins de vie et sur le fait qu'à un moment donné, il faut bien que quelqu'un prenne des décisions, ça, c'est, à ma connaissance, en fait, je ne sais pas quels sont les dispositifs qui existent. C'est vrai que je ne suis pas spécialiste sur les questions de... Oui, Ouais. après, voilà, c'est en tout cas une réaction. Je vous laisse rebondir, mais juste pour dire que c'est une question très pragmatique pour certaines équipes qu'on rencontre sur le territoire. Ouais. Parce que tout à l'heure, vous avez dit, et c'est pour ça que c'est bien que vous preniez la parole après moi, qu'on pouvait avoir un doute sur un voisin, un ami, mais beaucoup d'institutions se disent, mais pourquoi pas aller vers ces personnes-là pour être personnes de confiance dans un souci même d'équité. Vous voyez, et donc, en fait, ça revient à la question de quelle latitude on se donne pour aller chercher, dans une proximité non définie, un individu qu'on considérait comme compétent, quoi. Merci. On va tous les deux intervenir, donc je vais essayer d'être courte. Je pense qu'il y a une ambiguïté énorme. Et vous venez de dire, à un moment donné, il faut bien que quelqu'un prenne une décision. Oui. Or, ce que l'on demande à la personne de confiance, Exactement. me semble-t-il, ça n'est pas, me semble-t-il, j'en suis même certaine, bien sûr, mais ça n'est pas qu'elle prenne une décision. Et encore moins de faire peser sur ses épaules une obligation de résultat. Et évidemment, celles qui ont une très, très forte conscience de leur rôle, de ce qu'elles voudraient faire pour leurs très proches, parce que c'est leur mère, leur enfant, etc., ils vont avoir un poids, mais qui est insupportable. J'ai moi-même été personne de confiance plusieurs fois, donc je peux vous le... Enfin, j'ai une expérience personnelle là-dessus. Mais on n'est pas là pour prendre une décision. Et donc, je crois que l'une des problématiques essentielles qu'il faut qu'on travaille, c'est de savoir ce qu'on demande réellement à la personne de confiance. Une ou plusieurs, vous avez compris que ça me pose problème quand c'est plusieurs à qui on demande des décisions, parce que là, à mon avis, c'est un contresens. Et donc, le deuxième point, c'est qu'il faut absolument que les équipes médicales et médico-sociales se demandent pourquoi elles vont rechercher les proches de manière générale. La personne de confiance en étant évidemment une. Mais après, on a l'outil des textes qui donne une hiérarchie. Directive anticipée, personne de confiance et personne de confiance avant le conjoint, le partenaire de PACS, les enfants, la famille, etc. Ce qui, évidemment, est très compliqué. Mais il me semble, moi, que dans le processus décisionnel, il y a évidemment à essayer de rechercher un certain nombre d'informations auprès de toutes ces personnes. Mais à la fin, c'est l'équipe médicale qui décide. Ça n'est pas la personne de confiance. Et si ce qui inquiète l'équipe médicale, c'est sa responsabilité, il faut qu'elle travaille sur cette question de la responsabilité. Si c'est une responsabilité morale et un questionnement éthique qui doit être travaillé avec d'autres, alors là, oui, chacun a sa place. La personne de confiance, parce que si elle a été travaillée en amont, et comme tu l'as dit, si elle a été présente pour accompagner, soutenir, entendre les dilemmes, les questions, les peurs de la personne vis-à-vis de ce qui lui arrive, et quelquefois sur un temps long, et pas forcément uniquement au moment de la fin de la vie, où il faut savoir si on arrête ou si on n'arrête pas. C'est plus long que ça, c'est toute une vie. Donc nous avons, en particulier en France, à faire un gros travail que d'autres pays ont fait. C'est pas pour autant que ça va si bien que ça, d'ailleurs, quand on regarde de plus près. Mais, pardon, merci. Mais je crois qu'on est vraiment... Enfin, il faut maintenant qu'on avance sur ce que l'on demande réellement à la personne de confiance, sur le positionnement des soignants vis-à-vis de ses proches auxquels on demande beaucoup trop. Et donc, on laisse beaucoup trop de poids sur leurs épaules. Et puis, j'insiste sur la question des directives anticipées, parce que ça, c'est quand même un élément tangible à partir duquel on peut savoir autre chose que est-ce que je veux refuser une obstination déraisonnable, est-ce qu'on pourrait aller sur d'autres choses et sur des choses plus positives. Et alors, on est dans une relation de soins qui est différente, me semble-t-il. Donc voilà, oui, c'est complexe. Oui, il faut beaucoup d'intervenants et une place à beaucoup d'entre eux, en n'oubliant pas, et je termine par là, qu'il y a des conflits profonds dans des familles qui ressortent évidemment à ce moment. Et que donc ce qui se joue, c'est une rivalité, et ça je me tourne vers la sociologue, mais c'est une rivalité entre différentes composantes de la famille.
Et il ne faudrait surtout pas que la personne elle-même, c'est pour ça que j'ai commencé par là tout à l'heure, soit complètement enlevée, ôtée du paysage. Ce qu'on veut essayer de faire, c'est trouver la solution la plus adaptée pour la personne. Et puis, dernier point, attention aux abus. Il y a parfois des désignations de personnes de confiance qui sont complètement abusives, surtout compte tenu de la manière dont on recueille la désignation de la personne de confiance. Quand une personne rentre en établissement de type EHPAD ou rentre à l'hôpital, on fait signer un questionnaire et généralement pas à la personne. Et moi, je vois dans les témoignages, j'ai montré à Gilles tout à l'heure, les témoignages que j'ai des juges des tutelles, eh bien, ils viennent dire aujourd'hui, et depuis un certain nombre de mois, il y a une pression des établissements d'accueil de personnes âgées dépendantes pour qu'il y ait une désignation de personnes de confiance, à qui, en fait, on va aller demander tout et surtout pas à la personne. Et parfois, certains établissements en font une condition à l'admission. Donc, ça veut dire qu'on est complètement à côté du sens de ce qu'est la personne de confiance. Donc, dans un espace éthique, je pense que c'est ça qu'il faut réussir à travailler. Merci Anne. Oui, je voulais revenir sur un premier point. C'est vrai que quand il y a deux personnes de confiance, on va se crisper sur la règle et on va dire il y en a pas, c'est pas possible, il n'y en a qu'une. Ouais. Eh bien, si on n'a pas dit dans les textes comment on articule deux personnes de confiance, moi je dis il n'est pas interdit qu'elles se succèdent dans le temps. En revanche, là où on a progressé, c'est l'articulation entre un tuteur, un curateur et une personne de confiance. Et voilà, je salue les mandataires judiciaires à la protection des majeurs, voilà, qui sont présents. Et donc, quand on travaille avec vous sur la question de la fin de vie, et il est bien évident que vous n'allez pas pouvoir être disponible matin et soir pour être 2 heures à l'hôpital tout le temps. Et donc, ça peut être véritablement un appui, un partenariat qu'on fait avec la famille, où on va pouvoir justement guider aussi, éduquer aussi, rappeler quels sont les rôles, et voir justement dans la famille quels sont ceux sur lesquels on va pouvoir prendre appui pour que la personne soit bien accompagnée dans cette période un peu tendue. Le deuxième point sur lequel je voulais revenir, c'est sur la notion de proche. Pour un juriste, un civiliste, un pur un dur, proche n'existe pas dans le code civil. Cependant, il commence à rentrer. Il commence à rentrer, et c'est vrai qu'on en a une définition, des liens étroits et stables. En fait, ce qui est intéressant, c'est que nous, dans notre vocabulaire, on l'utilise. Pourquoi ? Parce que c'est compliqué. On parle des parents, c'est-à-dire pas les pères et mères, mais tous les ascendants, les descendants, les frères et les sœurs. Et puis à côté, il y a le conjoint, il y a le partenaire pacsé, il y a le concubin. Et quand on veut trouver quelqu'un, on va dire un membre de la famille. Ah, il est d'accord, mais parfois, ça peut être quelqu'un qui n'est pas un membre de la famille, qui entretient des liens étroits et stables. Donc nous aussi, on a pris le mot proche. Mais il faut faire une distinction entre les proches, entre le proche qui a cette légitimité par sa présence dans la famille. Donc on ne va pas douter d'elle qu'elle est proche. Parce que voilà, je dis, je suis la fille, je suis l'époux, je suis le concubin. Là, il n'y a pas de problème. Mais si on ne l'est pas, là, on peut en douter. Alors même qu'on ne devrait peut-être pas en douter. Donc c'est pour ça que l'écrit est fondamental. Parce que l'écrit, quel que soit finalement, qu'on soit ou qu'on ne soit pas dans la famille, on a besoin d'être dedans. Et je voulais peut-être te rappeler, tu te souviens de cette mémorable séance avant le rapport, Anne Carandélis, où j'étais tout seul contre tout le monde. Moi, je te disais, pourquoi on n'a pas, comme en Espagne ou en Belgique, une présomption de personne de confiance quand on est le conjoint? Et tu te souviens, ce jour-là, tout le monde autour de la table était hostile. Moi, je dis, c'est quand même un peu dommage d'être obligé toujours à demander à ce que ça soit écrit. Il y a quand même des familles où c'est à peu près évident. Voilà, il n'y a pas besoin de la désigner ou de l'habiliter. Et, voilà. Et tu te souviens que ça avait suscité une vraie discussion. Et je disais que c'est une présomption simple, on peut très bien la renverser, mais que les présomptions, ce qui est bien, c'est que quand il y a le silence et qu'on n'a pas eu le temps de le faire, au moins, on a la loi pour le dire. Voilà. Mais j'ai bien compris que j'étais minoritaire. Oui. On va... Voilà, encore beaucoup... Oui, encore beaucoup de discussions, parce qu'on pourrait aussi intégrer la notion de proche aidant. Donc voilà. Mais bon, on souhaite laisser la place aussi pour quelques questions de la salle. Ça marche plus, ça. Non, mais Elle marche plus. Merci. Sophie Laroche, je suis cadre de santé au CHU de Caen et également, comme Virginie, j'ai le plaisir de suivre le master 2 d'éthique cette année.
Je voudrais ramener un peu de ma place de cadre, la place des équipes et la confronter à cette question qui est de la réelle autonomie de la personne à choisir sa personne de confiance. Alors j'ai pris quelques notes parce que je vais certainement pas aller m'aventurer du côté du droit face à vous, mais en fait, la personne de confiance, quand on lui pose la question à son admission à l'hôpital, en fait, ça fait partie du déroulé administratif. Donc on ne laisse aucun temps de réflexion, on ne donne pas une priorité à la pensée même de cette personne de confiance. Entre son adresse et son numéro de téléphone, on va lui demander quelle est votre personne de confiance. Et quelle est la réelle autonomie de la personne entre ce qui est attendu par les soignants, c'est-à-dire que dans l'esprit des soignants, la personne de confiance est forcément un proche. Moi, je ne pense pas que la personne de confiance, ma personne de confiance ne serait pas un proche, pas forcément. En tout cas, j'aurais besoin de répondre en prenant le temps à cette question. Entre ce qui est attendu des équipes soignantes et qui vient poser un biais, entre ce que la personne pense que ce qui est attendu, à la fois par les soignants qui vont donc le prendre en charge dans une relation qui n'est pas tout à fait symétrique à ce moment-là de l'entrée à l'hôpital, mais dans ce qu'elle pense aussi être attendu de ses propres proches, c'est-à-dire que dans ce qu'il se joue au sein des familles ou au sein de la proximité. Je m'interroge sur la congruence qu'on met entre proximité, confiance et objectivité pour aider à prendre la meilleure décision possible. Le quotidien des équipes, en fait, vient mettre en avant la subjectivité plutôt de la personne de confiance plutôt que l'objectivité. Or, les besoins du patient, je pense qu'ils sont plutôt dans l'objectivité, dans un accompagnement objectif, et en entendant l'accompagnement subjectif des proches, mais peut-être est-ce que ce n'est pas la notion de personne de confiance. Je suis puéricultrice, je travaille dans des services pédiatriques et donc le droit des mineurs, je pense, et c'est là que je n'irai pas creuser trop profondément ma question, mais le droit des mineurs, peut-être qu'il nous ouvre une porte, c'est-à-dire en venant remettre en question le choix implicite des parents ou des détenteurs de l'autorité parentale comme forcément personne de confiance. En ouvrant la possibilité aux mineurs, et pas seulement, moi je pense pour travailler auprès de l'enfance en danger, je pense que ça ne doit pas être uniquement dans le cadre des violences, mais aussi dans le cadre de la protection. Je travaille aussi avec des enfants cancéreux, donc ils ont aussi une volonté de protection de leurs parents. Et ils vont parfois prendre leurs décisions dans le désir de protection de leurs parents au mépris de leurs propres besoins. Et je pense que pouvoir leur offrir la possibilité de choisir quelqu'un qui va les accompagner à la décision en toute objectivité et non pas dans la subjectivité des liens, va pouvoir leur permettre de prendre la meilleure des décisions possibles pour eux. Donc peut-être que c'est le droit des mineurs qui fera avancer le droit général, mais en tout cas, voilà, c'était ça en fait. Aujourd'hui, c'est ça, ce sont les questions des équipes au quotidien. Non, on va faire une réponse en duo avec Anne. Moi, ma première réponse va être brève sur la première incise, le lieu de désignation. Je disais tout à l'heure qu'il fallait qu'on développe la rédaction de bonnes pratiques professionnelles et elles avaient été initiées, puisque j'ai travaillé avec Anne-Laude à une époque là-dessus, puis on n'a pas jamais fini. Ça doit être, selon beaucoup d'experts du sujet, dans les équipes soignantes, dans les services cliniques, ou du moins ça doit être repris dans l'équipe clinique. Toutes les études montrent que la désignation par voie administrative ne peut pas être performante puisqu'il faut partager les enjeux de la désignation en regard avec la nature des faits médicaux de la personne. Donc déjà, il y a un problème par rapport à ce point-là. Deuxième point, le temps et la temporalité qui a été évoquée. Donc, je ne vais pas déstructurer l'organisation d'établissement de santé ou du médico-social en France, mais de temps en temps, pourquoi pas, parce qu'on devrait, à mon avis, clairement dire que cette désignation doit être à minima reprise et modifiée et adaptée dans les services de soins. Voilà, c'est juste cette réflexion que je voulais faire. Si au moins on a gagné ça dans le débat public, on arrivera au bout du bout certainement à mieux répondre à la finalité éthique qui est la réelle expression d'un témoignage adapté à la situation de la personne. Voilà. Et puis, deuxième point, on aura une bonne fois pour toutes réglé ce petit problème entre personnes à prévenir et personnes de confiance qui continuent à traîner. Et donc, tu as dit que 20 ans, c'était court. Moi, je dis qu'ils traînent depuis 20 ans encore, quoi. Voilà. Donc, voilà. Et je passe la parole à Anne.
Merci, je suis absolument d'accord avec ce qui vient d'être dit. Et j'irai encore plus loin en évoquant ce que Jean-François Delfraissy a cité tout à l'heure, la proportion entre la prévention et le traitement. Et le fait que la prévention en France n'est pas suffisamment installée. Si nous voulons entrer dans un dispositif qui soit compris de tout le monde, il faut évidemment penser à la question de la désignation de la personne de confiance bien avant, pas simplement au moment où on entre à l'hôpital. C'est tout il faut l'anticiper, et j'insiste sur les directives anticipées parce que il faut évidemment que chacun d'entre nous se pose la question du moment où il sera en mauvaise santé, où il aura un accident, et nous sommes un peuple qui ne le fait pas vraiment. Donc ça, c'est un enjeu énorme, et évidemment que le lieu et le moment sont extrêmement importants, comme la révisabilité des désignations comme du contenu. Et puis, donc je m'arrête là-dessus, mais sur votre deuxième point, je vous remercie beaucoup d'avoir fait le parallèle avec les enfants, parce que j'avoue que j'ai parlé des enfants tout à l'heure en espérant que cette question viendrait. C'est indispensable de s'appuyer sur ce qui se passe en protection de l'enfance et de ce qui se passe dans les soins donnés aux enfants. Parce que là, on touche du doigt ce qu'on est en train de se dire depuis tout à l'heure, c'est-à-dire que la personne concernée, il faut absolument qu'elle dise ce qu'elle a à dire, qu'on essaie de la soutenir dans cet affreux conflit de loyauté qu'elle a, en particulier quand c'est un enfant vis-à-vis de ses parents, y compris de parents qui sont des beaux-parents. Donc oui, il faut mettre en connexion la question de l'accompagnement des enfants, des process de décision pour les enfants et des process de décision pour les adultes, même si les adultes qui sont en perte d'autonomie ne sont jamais des enfants, on est bien d'accord, mais les enfants ne sont pas non plus des muets. Donc c'est tout ça qu'il faut réussir à travailler. Merci de votre question, madame. Enfin, de vos observations. Merci. Effectivement. Je rappelle qu'effectivement, il y a quelques semaines, le Congrès des notaires a envisagé une convention de beau-parentalité. Donc voilà, on peut vraiment s'appuyer sur ces éléments-là. Une toute dernière question, rapide. On imagine qu'il y en a plusieurs. Bonjour, Anne Le Prieur, je suis médecin en EHPAD et aussi aidante d'une jeune fille en situation de handicap. En tant que médecin, la question que je me pose, c'est... excusez-moi. Je vais aller sur les dents parce que je pense que... Voilà, il faut souffler. En tant qu'aidant, ce qui est compliqué, c'est que dans les personnes en situation de handicap, la majorité n'est pas toujours l'état de majorité cognitive de la personne. Donc le parent reste très présent pendant longtemps. Ma fille a fait le choix d'être protégée par une curatelle extérieure. Je trouve que ce qui est compliqué en tant que parent, c'est ce manque de communication et cette nomination extrêmement violente. C'est-à-dire que moi, j'ai appris que ma fille avait une curatelle le jour où je n'ai plus eu accès à ses comptes. J'ai pas eu d'infos, j'ai pas eu de courrier, j'ai rien eu. Non, mais c'est pour vous donner un peu la violence que ça peut avoir. Donc, je trouve que ça peut être compliqué. Alors, les démarches, j'étais au courant des démarches, hein, mais le jour de la nomination, j'ai pas eu l'information. Donc, il y a ce manque qui est assez compliqué. Et après, c'est quelle place, en tant que proche, on peut retrouver ? Parce que c'est vrai que dans ce cas-là, toutes les démarches deviennent compliquées, c'est-à-dire qu'on ne peut plus rien faire, mais même en consultation médicale, on n'a plus de place non plus, en tant que proche et en tant qu'aidant. Donc de fait, la curatrice a trouvé cette solution de la personne de confiance, et j'ai l'impression de retrouver une place depuis ça. Et puis de fait, les professionnels de santé, maintenant, quand ils connaissent la personne, ça fonctionne bien, mais on est dans une situation de handicap où la communication n'est pas simple, où la personne a besoin d'être rassurée pour véhiculer un message, parce qu'elle ne comprend pas tout lors d'une consultation, donc elle demande toujours à être accompagnée. Et souvent, voilà, il y a une espèce de hiatus qui est assez compliqué, je trouve dans ces situations-là. Et puis je reviens sur ma place de médecin. En fait, ce que je trouve compliqué aussi, c'est que nous, je suis médecin d'EHPAD et j'ai été médecin de soins palliatifs, donc je connaissais bien la notion de personne de confiance dans la loi sur la fin de vie, mais je ne la connaissais pas sur la notion de personne de confiance dans l'accompagnement à la santé. Donc je la découvre en tant qu'aidant un peu aujourd'hui, quoi. Donc j'avoue que même en tant que professionnelle, je n'étais pas aussi bien formée que je le pensais.
Merci. Je vais répondre rapidement, quitte à ce qu'on en reparle en dehors de cette table ronde. Mais merci beaucoup, madame, parce qu'on sent bien que ça vous a demandé beaucoup d'efforts d'expliquer la situation. Il y a plusieurs points qui posent difficulté. D'abord, on est sur une curatelle. Donc, une curatelle, c'est la mesure d'assistance et pas de représentation. Et c'est une mesure dans laquelle, forcément, le juge se pose la question de la priorité familiale. Et donc, il a dû se la poser. Après, ce que j'entends dans ce que vous dites, c'est qu'il n'y avait pas vraiment forcément d'obstacle à ce que ce soit une personne extérieure qui assure la gestion des comptes, par exemple, même si on aurait pu dire gestion des comptes et accompagnement, soutien de la personne par la famille, parce que ça existe, on a les outils juridiques. Mais on en reparlera, je pense, hein, si vous souhaitez le faire. Et manifestement, vous avez quand même eu, au-delà de l'annonce, pardon, c'était là aussi une annonce de la décision qui, enfin moi je dois le dire, n'est pas acceptable. On a eu tous la réaction de dire mais comment est-ce qu'on peut faire une annonce dans des conditions comme ça? Donc nos excuses de la part, on n'y peut rien, mais c'est vrai que c'est pas le processus habituel et ça, il faut le dire et le redire aux collègues magistrats. C'est pas possible de faire quelque chose comme ça. Mais au-delà, vous avez manifestement une curatrice, et on se le disait aussi en aparté, qui a compris qu'il y avait une difficulté. Et donc a essayé de réintroduire votre rôle, votre place aux côtés de votre fille. Donc c'est quelque chose qui se travaille, et tant mieux, ça veut dire que les mandataires, et j'ai bien compris que c'est une professionnelle, donc les mandataires, ils font ce travail de réintroduction de la famille, et c'est ça aussi la proximité, pour que chacun ait sa place. Mais je crois qu'après, l'autre question que ça pose, c'est quelle est la place de votre fille dans les décisions, alors que c'est une curatelle, et donc c'est à elle de dire les choses en débat avec vous, avec la curatrice, etc. Voilà, j'insiste pas plus, mais si vous voulez qu'on en reparle, on peut. Juste en une phrase, il faut aussi que les équipes soignantes et du domaine médico-social réintroduisent la personne de confiance dans ces situations de curatelle et de tutelle, puisque je viens de prendre date de mes collègues, c'est possible et rien ne l'interdit. Donc il faut aussi que dans les représentations qu'ont les équipes soignantes et médico-sociales, la mesure de tutelle n'exclut pas la possibilité de désigner une personne de confiance. Voilà, il faut le dire. Et sans le juge. Et sans le juge. Et ça, il faut le dire clairement parce que c'est méconnu. Voilà, c'est méconnu. Et nos colloques servent aussi à ça. Merci pour Merci. ce point. Merci à tous les quatre. Merci beaucoup.